peu, sans faire de jeu de mots, creusé ce projet. Et j'ai découvert donc des quantités de problèmes qui ont ensuite été relayés donc, par la presse et ça a débuté en quelque sorte une guerre avec la métropole puisque j'ai pointé du doigt des quantités d'incohérences sur ce projet, tant sur les plans techniques que sur les plans financiers. Ça n'a pas été mon seul combat au niveau de la ville de Nice, hein. C'est un combat d'ailleurs qui perdure puisque vous savez que le boulevard Victor Hugo s'est effondré et que ça a bien entendu conforté tout ce que j'avais annoncé. Et j'étais pas le seul d'ailleurs à l'annoncer, hein. D'autres collègues avaient déjà fait ce travail avant moi. Et du coup, la polémique en quelque sorte continue hein, aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai eu des renseignements il y a quelques temps. La métropole a fait faire des sondages sous le niveau du tunnel, à l'endroit où il s'est effondré, ce qui signifie que le problème est dessous, et pas au-dessus du tunnel. Ce qui met en cause la stabilité de cet ouvrage sur le très long terme. Donc on n'est plus dans des incidents de chantier, on est dans un gros accident qui pose un problème majeur justement pour ce chantier. Et ça, bien entendu, la métropole se garde bien de le dire, de l'avouer, de communiquer donc là-dessus. Hein, on ne fait pas des forages à 40 mètres de profondeur sous le tunnel sans qu'il y ait une raison. Cette raison, justement, on l'avait déjà évoquée. Là-dessus, s'est greffée aussi une autre affaire sur laquelle je suis intervenu, qui est l'affaire de la rue de Foresta, où un gros chantier, d'ailleurs parallèle au chantier du tramway, a causé l'affaissement d'un immeuble. Là, il y a eu silence total des élus, de la métropole, etc. On a laissé 10 copropriétaires, essentiellement des retraités. Oui, merci. Et vous ne prenez rien. Le DK. Ah, un DK, oui. On a laissé donc 10 copropriétaires, essentiellement des retraités, se patauger dans ce problème. Moi, j'ai essayé de les aider comme je pouvais, mais à aucun moment, aucun des élus n'est venu pour intervenir là-dessus. Résultat, ces pauvres gens sont obligés de vendre leurs biens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une métropole, une ville, qui met en danger la sécurité, qui met en danger les finances de la ville, et qui pousse les gens donc quasiment à l'exode. En fait, quand on a des personnes âgées qui disparaissent parce qu'elles ne peuvent pas rester dans leur logement parce que l'immeuble est fissuré et qu'il n'y a personne qui ne fait rien pour eux, ça les oblige donc à partir. Alors, je dois dire que tout ça, ça m'a un peu bousculé, comme tout le monde. Hein. On ne peut pas rester insensible face à ce genre de problème. Et ça m'a un petit peu donné envie de monter au combat. Et puis, il y a eu, bien entendu, des grandes oscillations de la vie politique hein, qu'on a connues donc, au niveau de la présidentielle. Et ces grandes oscillations nous ont montré qui était qui hein, finalement. On a vu se disloquer les partis, on a vu les quantités de courants, des attaques personnelles, enfin un monde qui finalement a provoqué le rejet par tous. Et derrière, il y a eu ce que j'appellerais la lessive de Macron qui est arrivée et qui a proposé un bouleversement de la société politique. Avec en particulier l'ouverture vers la société civile. Grosso modo, le message est on va remplacer les politiciens professionnels par des politiciens issus de la société civile. Alors, compte tenu des deux combats dont je vous ai parlé précédemment, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi d'arrêter de rester comme ça, les bras croisés devant tout ce qui se passait. C'est la première fois que vous engagez en politique? C'est la première fois que je m'engage en politique, oui. Poussé justement par ces événements, et intéressé justement par cette ouverture qu'on a aujourd'hui vers la société civile. Puisque je suis moi-même membre de la société civile, hein, après être intervenu pendant 15 ans comme géologue consultant dans la région, je suis maintenant professeur d'université, donc je fais partie de ce qu'on appelle la société civile. Et du coup, en qualité donc, de député, si j'étais élu, j'aimerais travailler bien entendu sur les 4 niveaux géographiques qui relèvent de l'élu, c'est-à-dire d'une part sa région, qui a son électorat, mais bien sûr la France, et aujourd'hui on ne peut pas exclure la France bien sûr de l'Europe, on peut en parler par la suite si vous voulez, et puis bien entendu il y a aussi la planète avec la protection de l'environnement et tous les grands enjeux qui nous attendent, puisqu'on va se retrouver avec
des quantités de choses à inventer face au réchauffement climatique. Et puis on a des quantités de problèmes. J'en parlerai donc tout à l'heure. Salut Gérard. Alors si on reste à l'échelle purement locale, au niveau de Nice et de la 3e circonscription, puisqu'elle inclut aussi d'autres communes, hein, comme Falicon, Saint-André et la Trinité. Quel est le premier combat à mener ici? C'est essayer de sortir de cette spirale infernale de la dette. Une dette qui, je vous le rappelle, pour la ville de Nice est de 500 millions d'euros. Ça n'a pas suffi au système Estrosi qui a décidé de construire une métropole pour essayer de diluer la dette. Du coup, on a une métropole aujourd'hui qui accumule une dette de 1,5 milliard. Alors ça n'apparaît pas sous forme d'impôt puisque c'est de la dette. C'est-à-dire qu'on stocke une dette. Et cette dette, à qui on va la laisser? On va la laisser au prochain et en particulier à nos enfants. Alors moi, j'ai un enfant aussi, j'ai pas envie qu'il hérite de ma dette, j'ai pas envie qu'il hérite d'un monde qui a été massacré, j'ai pas envie qu'il hérite d'un environnement dans lequel on n'a plus envie de vivre tellement c'est détonné. Alors ça, c'est le gros problème, hein, le problème de cette dette. Et là-dessus, bon, il y a aussi un certain nombre de problèmes spécifiques aux habitants de la 3e circonscription, qui sont en particulier donc les problèmes de déplacement dans les collines, le tram qui pouvait desservir l'Ariane et la Trinité, qui n'a jamais été fait, le problème de la prison, et puis le problème des grands terrains autour du rail, comme disent les Niçois. Pour la prison, par exemple, quelle est votre préconisation? C'est un dossier sur lequel il faut travailler, mais bien entendu, il faut trouver un terrain pour accueillir cette prison, et ça, c'est la grosse difficulté. Oui, mais en plus, là, le terrain, il a été proposé, ça y est, c'est plus décidé, ce ne sera pas sur l'agglomération de Nice, ce sera entre Saint-Laurent et la Gaude. Oui, mais Saint-Laurent et la Gaude n'en veulent pas non plus. Ah oui, non, mais évidemment, c'est-à-dire, personne n'en veut, en fait. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a un problème qui n'a pas une solution. La prison niçoise, il faut la garder en centre-ville. Elle est déjà en centre-ville, donc peut-être qu'il faut en faire une deuxième, peut-être qu'il faut tout transférer. Bon, c'est un dossier qui est complexe à étudier, mais qu'il faut regarder effectivement donc de près. Sur lequel on n'a rien fait depuis. Voilà, il n'y a rien qui a été fait. Alors après, il y a le problème aussi de l'aménagement du rail, parce que c'est un secteur auquel les Niçois tiennent beaucoup. Est-ce que ça doit devenir encore une grande opération immobilière comme le système Estrosi est capable d'en fabriquer? Ou est-ce qu'on peut conserver l'idée d'avoir un quartier qui garde des espaces verts, des lieux sportifs, un patrimoine aussi hein. C'est le cas là. C'est le cas. Le projet qui est plus que carrément en train d'être monté, il y a des espaces verts et il y a des c'est en train de s'améliorer grâce justement à l'action donc d'un certain nombre de gens, dont M. Zamolo fait partie aussi de notre équipe. Ah, M. Zamolo fait partie de notre équipe. Il est plutôt identifié extrême droite, M. Zamolo. Oui, mais là, vous savez, quand on est Nice, non, c'est quelqu'un qui est... J'étais au meeting de Marine Le Pen. Vous y étiez aussi au meeting de Marine Le Pen? Moi, j'étais journaliste. Mais oui, mais lui aussi, par un observateur. D'accord. Ça, c'est plutôt des compétences, je dirais, d'un maire ou d'un conseiller municipal plus que d'un élu national. Alors, c'est effectivement une question qui peut se poser, mais je vous dis, le travail il doit se décliner à plusieurs niveaux, hein, en fait. Donc, parce que quand vous êtes député, vous êtes élu par des gens du coin qui ont des problèmes spécifiques, donc on ne peut pas dissocier les problèmes spécifiques de l'ensemble des autres problèmes. Et d'ailleurs, les problèmes qu'on va rencontrer sur le plan local, on peut aussi les rencontrer au niveau national. La dette de la nation, c'est aussi un problème. Donc il y a des solutions qu'on peut décliner localement et qu'on peut essayer d'exporter et vice-versa, hein, dans les deux sens. Les députés représentent quand même les gens du coin. Députés de la nation. Oui, c'est députés de la nation, mais ils sont élus justement par un électorat qui est local. Des compétences politique générale et locale. Pardon, monsieur. Oui. Ce qui est intéressant, ça permet de connaître vos positions sur des sujets qui sont clés, c'est-à-dire il y a le problème du chômage, il y a le problème de l'immigration, il y a le problème de l'ISF, il y a le problème qui sont clés. C'est ce qu'on. Pardon, je termine ma phrase si vous me permettez. C'est le problème qui est clé actuellement où on voit
certaines des républicains qui ont pris fait et cause pour Macron à l'encontre de leur propre parti. On a le problème de M. Estrosi, on a le problème du Premier ministre. Donc, quelle va être leur politique? Ils ne peuvent pas défendre en même temps la politique de M. Macron et la politique des Républicains. L'appositionnement, il est là, il n'est pas ailleurs. Est-ce qu'on accepte la politique de M. Macron? À ce moment-là, on choisit son camp, mais on ne peut pas avoir un pied de chaque côté. Voilà. Et c'est la dualité qui se pose actuellement. Pardon, je résume la situation. Non, j'aurais pas de mal à répondre. Ouais, vous dites Macron et républicain, c'est compliqué de répondre sur les républicains. Non, c'est pour ça que je voulais décliner justement avec les actions à 4 niveaux. Vous vous rappelez que quand même, oui, divers droites. Oui. Donc je voulais décliner justement cet investissement donc à 4 niveaux. J'ai rappelé l'investissement local, parce qu'un député est quand même représentant donc, des gens qui sont élus. Il y a aussi une réflexion bien sûr, et c'est le but du travail de député donc, au niveau de la France. Alors au niveau de la France, moi je dois dire que je suis confronté à des quantités de problèmes. D'une part, du fait que j'ai été consultant, du fait que je suis aussi professeur d'université, donc je balaye un niveau assez large donc, du champ social. Je travaille aussi pour des expertises, donc je vois les problèmes judiciaires, donc je vois les problèmes qu'on peut avoir au niveau des chantiers, de la protection de l'environnement, de la gestion des risques, enfin, etc. Donc un travail assez large. Effectivement, mon action donc, en tant que citoyen civil s'est retrouvée confrontée, comme tout le monde, à toute une série de problèmes très importants. La sécurité, l'immigration, la montée de l'islamisme, le chômage, la dette, la difficulté pour nos agriculteurs, les petites entreprises, etc. Je suis moi-même un ancien d'une petite entreprise, donc je sais quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté. Et donc moi, mon action à ce niveau-là, elle sera clairement une action de droite, puisque moi j'ai envie de mettre au champ du débat la valeur du travail. Dire que voilà, on doit avoir, si on travaille bien, on a une meilleure vie, si on travaille moins bien, on a une vie un petit peu plus difficile. Sans oublier quand même qu'il faut aussi protéger les gens. C'est-à-dire qu'avoir plutôt une doctrine de droite, il faut garder bien sûr une ouverture vers le social. Et cette ouverture vers le social, je la connais bien puisque moi-même j'interviens dans une université qui est située dans les banlieues nord de Paris avec toutes les difficultés qu'on peut avoir au niveau de précarité, de sécurité, etc. Pour la présidentielle par exemple, vous avez soutenu quel candidat? La présidentielle, j'ai hésité pour Macron et puis à la fin moi j'ai voté blanc parce que je ne me retrouvais pas. J'étais intéressé par ce discours justement sur sur l'ouverture à la société civile, mais j'étais aussi très inquiet, je suis d'ailleurs toujours inquiet vis-à-vis de l'ouverture vers la partie socialiste dans laquelle on ne se reconnaît pas et que la partie socialiste qui a en quelque sorte explosé. Et bon, moi, en qualité donc, de représentant de la région donc étiqueté à droite, effectivement, je suis prêt à appuyer le gouvernement Macron s'il y a des mesures qui sont intéressantes et qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire un appui justement à l'investissement, à la liberté d'entreprise, un appui sur tout ce qui est donc sécuritaire aussi, puisqu'il faut quand même renforcer la sécurité. Là où je suis à Paris 8, on est dans des zones de non-droit où on voit les policiers se faire insulter, se faire caillasser donc, par des gens, c'est des choses qui sont inadmissibles. J'ai moi-même un fils pompier. Quand ils vont intervenir dans des endroits et qu'on leur jette depuis le haut des tours des batteries sur la tête, etc., et que la police n'ose pas venir dans les zones, c'est des choses qui sont inadmissibles. Après, donc, au niveau de la France c'est surtout le problème, moi je dis, de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve donc avec des entreprises, des petites entreprises en tout cas, qui sont de plus en plus digérées par les grosses entreprises. On a le même problème aussi pour les agriculteurs qui aujourd'hui ne peuvent survivre que par des subventions, que par des aides. Et c'est là où on arrive aussi à la notion européenne. C'est qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire donc dans une communauté. Alors effectivement, il y a d'énormes enjeux dans la campagne électorale des présidentielles, avec beaucoup de gens qui disaient mais il faut sortir de cette Europe, il faut rester dans cette Europe, etc. Ma position là-dessus, c'est que nous avons besoin de l'Europe dans un contexte de mondialisation qui est le nôtre, mais nous n'avons pas besoin d'une Europe technocratique. Une Europe qui nous met des strates qui empêchent de travailler. On a besoin d'une Europe
qui est au service donc des différents États. Une Europe qui permet d'assurer une sécurité de son territoire et aussi une sécurité des zones dans lesquelles il y a des conflits donc très importants, qui sont des causes de migration. On ne peut pas dissocier justement ce qui nous arrive. On parle tout le temps du problème de l'immigration. Ça, c'est aussi lié au fait qu'on a une Europe qui est faible, qui ne peut pas intervenir, qui ne peut pas fermer ses frontières pour protéger, qui ne peut pas non plus intervenir socialement parce qu'elle n'est pas structurée pour ça. Alors là, si on se lance dans un grand débat, là, je rejoins assez la politique d'Emmanuel Macron en disant que si on veut limiter les conflits, l'immigration, etc., il faut se lancer dans une aide au développement des pays pour permettre justement d'augmenter la richesse à l'extérieur pour éviter que les gens soient attirés par nos territoires. Des choses assez simples, assez logiques, mais qui ont souvent été décriées uniquement sur des prétextes idéologiques. Alors après, on peut parler aussi de la protection de l'environnement, parce que ça c'est un sujet aussi qui est extrêmement important et sur lequel je travaille à titre professionnel. C'est une grande réflexion justement sur un certain nombre d'enjeux majeurs qui sont l'adaptation au réchauffement climatique, la protection de la biodiversité. De la biodiversité, en particulier la biodiversité alimentaire. Parce que là, c'est un secret pour personne, on est en phase de réchauffement climatique. Enfin, c'est un secret pour Donald Trump. Pas pour personne. Lui, il a pas c'est pas un secret pour lui, mais lui, il ne veut pas rentrer dans le débat. Ah non, il dit que ça n'existe pas, ça a été inventé par les gens. Ça, je dis. Je crois qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui nient le fait que le réchauffement est... Non, après, on peut nier la part anthropique dans le réchauffement climatique. Donc, mais aujourd'hui, on a un réchauffement qui perdure. En fait, il perdure depuis 18 000 ans. Ça s'est stabilisé pendant 6 000 ans et aujourd'hui, ça repart. Moi, je travaille justement sur l'épisode précédent pour qu'on puisse avoir une comparaison justement entre ce qui s'est passé il y a 5 000 ans, ce qui se passe aujourd'hui, pour voir si on sort de la normale ou pas. Mais les résultats auxquels j'arrive à partir des études, non seulement sur le précédent réchauffement, mais le réchauffement actuel, c'est qu'on peut s'attendre pour un futur très proche à une remontée de la mer d'à peu près 5-6 mètres, avec des vitesses qui peuvent atteindre 2 à 4 cm par an. Et ça, c'est considérable. Alors moi, l'idée qu'on lutte, pour moi, elle revient à peu près à la même idée que de dire sortons dehors avec des lances à eau pour essayer d'éteindre le soleil. Je pense qu'il faut surtout réfléchir maintenant à la mise en place donc, de réglementations, de lois, de stratégies, justement pour accompagner ce réchauffement climatique. Alors bien entendu, les politiques actuelles sur la lutte contre le réchauffement climatique sont des politiques qui vont aussi dans le bon sens, puisque on propose la limitation de l'utilisation de la production de CO2, la lutte contre la pollution. Ça, ce sont effectivement des chantiers dont on ne peut pas se passer, c'est normal. Mais on a un autre chantier important, c'est se préparer justement à cette adaptation, enfin s'adapter plutôt à ce changement qui risque d'être important. Je vous dis, on peut attendre des vitesses de 2 à 4 cm par an. Et puis après, il y a l'autre problème auquel je suis très attaché, qui est le problème de la biodiversité. La biodiversité, on la voit s'éroder petit à petit, y compris sur le plan alimentaire. Et quand on est en contexte de changement, il faut aussi s'attendre à ce qu'effectivement, au niveau donc, de notre environnement, des espèces animales et végétales, on se retrouve avec des besoins d'évolution. On se retrouve avec des besoins de remplacer telle ou telle population animale, végétale, etc. Et du coup, si on ne dispose pas d'un vaste panel d'espèces qui sont déjà prêtes, ou même de gènes, puisqu'on sait qu'il y a des croisements entre espèces, si on n'a pas un panel de gènes prêt justement à s'adapter à de nouvelles situations, on court quand même un grave danger. Alors si on réfléchit à un problème qui nous touche de très près, qui est celui de la biodiversité alimentaire, je pose la question aujourd'hui, comment on peut faire une salade niçoise à Nice? Il faut aller chercher nos légumes en Italie, parce qu'on a vu petit à petit une érosion donc, de la production locale, des fruits et légumes, du maraîchage, etc. Et en particulier, je pense à la plaine du Var, qui est aujourd'hui entièrement colonisée par le béton.
Alors toujours dans ce domaine de la protection de l'environnement, et là on est effectivement proche des affaires donc, qui me concernent sur le plan professionnel, il y a bien entendu toute la réflexion de ce bétonnage vis-à-vis des ressources en eau qu'on a dans ce secteur, puisque plus on imperméabilise les sols, moins on va recharger donc, les nappes aquifères. Ce qui risque de nous mener à un moment, justement dans ce contexte de réchauffement climatique, à une rupture d'alimentation en eau. Et à ce moment-là, on se retrouvera dans l'obligation de faire venir de l'eau d'ailleurs, donc ce sera encore de nouveaux travaux, des gros chantiers, alors et de l'eau plus chère. Et de l'eau plus chère donc, pour nous tous. Donc voilà, en quelques mots, ma présentation. Peut-être juste un mot sur votre suppléant, mais vu qu'il n'est pas là, mais un mot sur votre suppléant. Alors, mon suppléant, il a quel âge? Il est issu de la société civile? Bon, le suppléant est un petit peu plus jeune que moi, hein, donc une cinquantaine d'années. Il est issu de la société civile aussi. Et je n'ai pas demandé son âge. Issu de la société civile, donc il est économiste. Il habite où? Il est niçois? Il est niçois, oui. Enfin, il n'est pas niçois d'origine, mais il habite Nice. Laurent Guibert, G-U-I-B-E-R-T. Il est économiste et il a une entreprise donc, de financement de start-up et de business plan pour des entreprises. Et premier engagement politique pour lui aussi? Non, il a déjà fait un petit peu de politique dans sa région d'origine. Où est-ce que c'était? C'est pas grave, région d'origine. Voilà. Quelle étiquette? L'étiquette, il est aussi d'hiver droite. Non, mais à l'époque, il était déjà d'hiver droite? Ah, je sais pas si ça existait déjà. Ça existe depuis que le monde est monde d'hiver droite. C'était pas obligatoire à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui est... Ouais, vous voyez, je suis plutôt, comme vous dites, issu de la société civile, donc les étiquettes politiques m'intéressent finalement peu, à condition que les gens soient de vrais acteurs. Les lecteurs, il y a besoin de savoir s'ils votent à gauche, à droite, au centre, voilà, il y a quand même besoin de savoir. Okay. Voilà, alors il a une boîte qui s'appelle Capitalium et qui fait du business plan, lancement de start-up. Donc c'est quelqu'un qui est très intéressé par l'économie, qui est aussi très soucieux du droit au logement. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de problèmes pour l'accession des jeunes au logement, à la propriété, etc. Donc avec l'envie d'agir là-dessus. Passionné aussi par le monde animal. Hein, donc, là, on se rejoint donc, au niveau des champs d'intérêt vis-à-vis de la protection de l'environnement. Vous êtes optimiste pour cette candidature un peu atypique, parce que vous courez tout seul, je peux dire, voilà, indépendant, je peux dire, tout seul, vous n'avez pas ni de parti, ni de mouvement politique derrière vous. C'est quand même une épreuve difficile par rapport à d'autres candidats. C'est un challenge et je n'y vais pas à titre professionnel, je ne suis pas un politicien de métier. Je ne pense pas que la politique soit un métier. Bon, la politique, c'est un combat, c'est un investissement personnel. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans ce mouvement. Alors, bien entendu, je n'ai pas de parti, puisque c'est justement tout l'intérêt de cette élection. Vous n'êtes pas le seul d'hiver droite dans la troisième. Et je ne suis pas le seul, et il y en a d'autres un peu partout. Il y a foultitude. Il y a aussi des candidats, en marche. Donc voilà, c'est des gens qui tout d'un coup... Dans votre circuit, il y a beaucoup de candidatures à droite. D'hiver droite, il y en a plein. Ce sont toujours sur un créneau qui est en tout cas très prisé sur la troisième. Mais voilà, moi j'apporte une compétence, une expérience, 15 ans de travail ici en tant que consultant, donc je connais la géologie de la région, les problèmes d'eau, les problèmes d'inondation, les risques naturels, je connais ça comme ma poche. J'interviens même au titre judiciaire, puisque je fais de l'expertise judiciaire. Deux déclics vraiment majeurs pour vous, c'est le tunnel, le tram et la dette. Oui. C'est vraiment les deux déclics. Ah, c'est les deux déclics. Oui. Et un troisième déclic, c'est justement le balayage des partis qui m'intéresse. Il y a trois déclics en fait. Mais celui-là, il est moins lié à Nice. C'est aussi un déclic. Oui, mais il est moins local. Quoi. Voilà. Très bien. Bien, je vous remercie. Je vous en prie.